Bonjour, je suis Andy Hans, le responsable de la performance chez Perfex, et dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à la question qu'est-ce qu'un bon entraînement? Je dis bien essayer, car ce que l'on qualifie de bon entraînement est souvent dépendant d'un contexte sportif, la tradition, la culture de l'environnement sportif, d'expériences passées qui définissent notre cadre de référence, et des sentiments ressentis par l'entraîneur et les joueurs, comme le sentiment d'intégration, d'autonomie et de compétence lors de l'entraînement. Il y a trois aspects qui me semblent majeurs quand on parle de bon entraînement, c'est le contenu, la méthode et le résultat. Le premier message que je souhaite vous faire passer, c'est qu'aucun de ces trois aspects, contenu, méthode, résultat, ne peut être considéré en isolation. Il faut les considérer ensemble et en interaction pour atteindre le succès sur le terrain. Premier aspect, le contenu. Le contenu de l'entraînement, il est à la fois et en même temps physique, psychologique, technique et tactique. D'ailleurs, il est indispensable qu'il soit tactique, sinon le physique, le psychologique et le technique ne serviraient à rien. L'entraînement tactique est hautement cognitif par nature, mais pas de façon isolée du jeu comme on peut le voir trop souvent. Autrement dit, tout entraînement cognitif n'est pas tactique. Et sur cet aspect, on voit de tout, mais on voit surtout de rien. Il est donc important de savoir que le design de l'entraînement doit se baser sur des moments et des principes tactiques tels qu'ils sont dans le jeu et pas sur autre chose. L'entraînement technique peut lui aussi être l'objet de croyances erronées. Dans le jeu, les adversaires, les situations, les environnements et d'autres éléments de contexte, tout change. L'objectif est donc de construire un joueur qui s'adapte en continu à ces dynamiques de changement. Un joueur capable d'observer, d'orienter, de décider et d'agir pour s'adapter au contexte. Un geste technique parfait à l'entraînement, ce n'est pas un geste technique parfait en compétition puisque le contexte n'est pas le même. Même au sein d'un même entraînement ou d'un même match, le contexte n'est jamais deux fois le même et les gestes adaptés jamais deux fois les mêmes. Nous verrons un peu plus tard la conséquence que cela a sur la méthode. Ce qu'il faut retenir déjà ici, c'est qu'on ne peut pas apprendre une compétence en isolation et s'attendre à ce qu'elle se transfère comme par magie dans le jeu. Un être humain ne fonctionne pas comme cela. Ensuite, l'entraînement, c'est aussi l'entraînement psychologique, qui n'est ni réservé aux séances de préparation mentale ni à celles de psychologie du sport. Les aspects cognitifs et émotionnels sont partie intégrante de la tactique, de la technique et du physique. Les émotions sont par exemple les mécanismes les plus rapides du corps humain. Elles ont un effet quasi instantané sur les actions motrices et les décisions en jeu des joueurs. Les cognitions sont des processus mentaux qui se déroulent pendant le jeu et permettent de relier l'information à l'action. Elles déterminent comment le joueur apprend le mieux, comment il décide le mieux et l'expérience qu'il gardera de ses entraînements et de ses matchs. Le focus traditionnel qu'on peut avoir en tant qu'entraîneur sur les qualités physiques comme la force, la puissance, la vitesse ou l'endurance, sans reconnaître que le corps et le mental ne font qu'un, est une simplification coupable. Une simplification qui apparaît aussi lorsque l'on parle de charge d'entraînement par exemple. Sur Instagram, j'ai laissé des questions libres sur le thème du bon entraînement cette semaine et on m'a demandé combien de temps doit durer un bon entraînement. La question relate l'importance que nous donnons à l'aspect quantitatif. La réponse est complexe car cela dépend des capacités du joueur dans toutes les dimensions, de la charge physique, de la séance, de la charge mentale de la séance et des relations entre tout ça. Celui qui répondrait 45, 60 ou 90 minutes est la bonne durée par exemple, ne serait pas sérieux. Dernier aspect du contenu dont je souhaite vous parler, c'est l'aspect physique, celui de l'entraînement physique. Sur l'aspect physique, le mouvement doit passer avant toute intention de travail des capacités, c'est le mouvement qui guide tout le reste pour moi. Et la biomécanique permet à cet effet de comprendre le mouvement avec la physique. Elle est indispensable car elle permet d'observer les mouvements du joueur, autrement dit, comment sa performance physique s'exprime. Sur cette base du mouvement, on peut ensuite ajouter du contexte à la biomécanique et parler de bioénergétique. Comment on va alimenter le mouvement, puissance, capacité, orchestration par exemple. On arrive ensuite à parler de conditions physiques. Ici aussi, on fait face à des croyances erronées. Par exemple, on essaye d'augmenter les capacités de force d'un joueur ou de puissance sans développer celles de produire de l'énergie, qui sont pourtant nécessaires pour que le joueur réponde à la demande de son sport. Il est important de comprendre que l'entraînement physique, c'est celui du système énergétique, mais c'est aussi celui du système neuromusculaire et du système moteur en même temps. Car l'aspect qui sera oublié dans ces trois aspects, il limitera tout le reste. Voici quelques mots très synthétiques
sur le contenu de l'entraînement, mais même le meilleur contenu ne sera malheureusement d'aucune utilité si la méthode n'est pas adaptée. Second aspect d'un bon entraînement, c'est donc la méthode. Vous pouvez être le roi du contenu, si la méthode n'est pas la bonne, vous n'aurez pas ou peu de résultats. Prenons un exemple. Voici Clément de Perfex. Je lui ai demandé d'écrire la phrase « Qu'est-ce qu'un bon entraînement ?» avec un stylo sur un cahier. J'ai choisi cet exemple car l'écriture, c'est une action motrice apprise par la répétition, comme malheureusement les gestes techniques sportifs aujourd'hui. Clément a répété durant toute sa scolarité, à la maison comme à l'école, des mots, des lignes, des paragraphes, des pages d'écriture manuelle, jusqu'à la fin de ses études. Il a appris à écrire en répétant les gestes pour écrire chaque lettre, quelle que soit sa taille. D'abord, je lui demande d'écrire la phrase comme il a l'habitude de l'écrire et comme il a eu l'habitude de répéter. Autrement dit, il fait comme le joueur avec ses gestes techniques à l'entraînement. Ensuite, je lui ai demandé de varier la hauteur, la distance, la vitesse et la position du corps. Qu'observe-t-on ? Qu'il n'y a pas deux écrits identiques. Et quel est le meilleur résultat, le plus précis ? Celui qui a été répété dans les mêmes conditions que pendant des années d'entraînement. Si on rapporte cela au geste technique sportif, qui est aussi une action motrice de précision, sans oublier que Clément n'a pas eu de décision à prendre, n'a pas eu d'opposition ou de collaboration à gérer, il n'a pas eu d'émotion particulière, il recopiait juste une phrase. Donc si on rapporte cela au contexte sportif, Clément a changé de position par rapport à l'apprentissage par la répétition, exactement comme un joueur de basketball devrait s'adapter dans un match pour un dribble ou pour un tir. Car la science l'a prouvé, chaque mouvement est différent, et plus le joueur est expert, plus il sait mettre en place des synergies d'adaptation à ces différences. Si Clément avait fait le même apprentissage par répétition pour le tir, le résultat aurait suivi la même logique, en plus complexe bien évidemment, que pour l'écriture dans mon exemple. Autrement dit, Clément n'aurait jamais réussi à reproduire la qualité de tir qu'il obtient à l'entraînement par la répétition dans le match. N'oubliez pas que cet exemple en plus contient beaucoup moins de variables que le jeu. Autrement, s'il était réalisé avec autant de variables que le jeu, très certainement l'écriture de Clément n'aurait pas été lisible. Elle ne serait peut-être même pas rentrée dans la page du cahier alors qu'il a répété des années à écrire. Cet exemple pour vous montrer qu'une méthode comme la répétition peut permettre d'apprendre à écrire au plus grand nombre, certes, mais que dès qu'il y a la moindre variation, la moindre incertitude de contexte, le résultat change et la qualité baisse. Vous comprenez alors que dans un contexte de jeu, d'opposition, de collaboration et d'incertitude, dans lequel chaque contexte et chaque mouvement diffèrent d'une seconde à l'autre, la méthode de la répétition ne peut pas obtenir de bons résultats. Vous allez me dire, mais pourquoi certains joueurs excellent au tir avec cette méthode ? Il y a deux raisons. La première, parce qu'ils ont des capacités motrices naturelles qui leur facilitent l'adaptation en jeu, et ils ont de la chance. La seconde, parce que, après un début d'apprentissage basé sur la répétition, ils ont intuitivement ajouté de la variabilité pour apprendre à s'ajuster. Cela explique pourquoi nous avons si peu de bons tireurs, mais quelques bons tireurs qui arrivent tout de même à performer. Ce que j'essayais de vous montrer dans cet exemple, c'est l'importance de la méthode au travers de la répétition. Cette explication pourrait prendre des heures, aborder beaucoup d'autres aspects que la répétition, mais j'évoquerai tout cela dans mes formations à venir. Voyons maintenant le troisième aspect du bon entraînement, celui des résultats. Si on s'entraîne, c'est avant tout pour avoir des résultats, soit en termes de réalisation, de gestes techniques, soit en termes de victoire sur le terrain. Le résultat d'un bon apprentissage, ça peut donc être l'acquisition de compétences ou la performance en jeu, Mais attention, la notion de résultat est quand même toute relative. Déjà, elle peut varier d'un joueur à l'autre et d'une équipe à l'autre. Ensuite, les résultats d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. On parle d'une équipe d'humains, donc de quelque chose de dynamique avec de l'organisation, de la désorganisation, du chaos, de l'auto-organisation. Il faut prendre tout ça en compte. Enfin, la vérité est souvent ailleurs que dans les résultats, où le résultat ne peut pas être celui auquel on s'attend. Dans les sports collectifs, par exemple, chaque joueur ajuste son comportement en fonction du contexte. Un bon entraînement a aussi pour résultat de coordonner les comportements des joueurs entre eux. On parle alors d'émergence. Un peu comme une colonne de fourmis, une volée d'oiseaux ou un banc de poissons. Des émergences existent à l'état naturel et se caractérisent par le déplacement coordonné d'un ensemble d'individus. Comment est-ce qu'un comportement d'équipe émerge ? L'entraîneur fait un travail tactique, il détermine des paramètres de contrôle qui sont comme des règles d'interaction entre les joueurs,
et des paramètres d'ordre qui priorisent ces règles. On parle de principes ou de systèmes de jeu, par exemple. Pour finir sur l'aspect résultat, ce n'est pas parce qu'il y a un résultat qu'il est bon. Voici une image que tous les commerciaux d'Internet utilisent aujourd'hui. Regardez ma méthode, regardez mon produit, il donne des résultats, voici ce qu'il se passe dans votre cerveau et il montre cette image. Sauf que cette image montre quoi ? Eh bien, elle montre la densification d'interconnexion dans un réseau de neurones, ce qui est un résultat biologique que l'on obtient lors de la pratique régulière de n'importe quelle activité motrice ou mentale. Par contre, ce que cela ne dit pas, c'est si cette densification apporte un résultat en termes de performance et ou de bien-être, ou de sous-performance et de mal-être. Je m'explique. Si on pratique un mauvais tir tous les jours, les réseaux de ce mauvais tir vont se densifier comme sur l'image. Autrement dit, la plasticité cérébrale n'est pas réservée aux progressions et améliorations. Son objet, c'est de nous faciliter ce que l'on pratique régulièrement. On peut donc très bien avoir une augmentation sensible de la densité des réseaux de neurones, comme sur cette image, qui améliore la pratique d'un mauvais comportement, d'une mauvaise habitude, d'un mauvais geste. J'attire votre attention sur ces biais de compréhension parce qu'ils sont très importants. Voilà, j'ai essayé de vous apporter quelques éléments de réponse à la question « Qu'est-ce qu'un bon entraînement en termes de contenu, en termes de méthode ou en termes de résultats ?» N'hésitez pas à suivre notre page Perfex et à laisser un pouce bleu. Ce n'est que le début. À très bientôt.